Souhaiteriez-vous en savoir plus sur les placements financiers? À votre avis, quel type de placement privilégient les Français? Comment placer son argent? Quelle stratégie adopter pour ces placements financiers? Tout autant de questions que chacun d'entre nous, à un moment ou un autre de sa vie, peut se poser. Alors, découvrez avec Philippe Narassiguin, économiste, la réalité économique d'un sujet dont tout le monde parle, mais que peu de personnes connaissent sous l'angle de l'approche de la science économique. Restez avec nous, nous parlons de tout cela maintenant. Donc pour cet 11e épisode de la série des questions économiques contemporaines, nous allons nous intéresser au placement financier et à l'analyse comportementale et stratégique au niveau de la stratégie patrimoniale. Avec Philippe Narassiguin que nous retrouvons aujourd'hui encore. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porlier. Très heureux de vous retrouver pour un sujet ô combien important et qui nous concerne tous, ces fameux placements financiers. Alors vous avez proposé un titre, l'analyse comportementale et la stratégie patrimoniale. En quoi l'analyse comportementale a-t-elle une influence sur les placements financiers? Écoutez, au départ, nous avons tous un revenu. Petit, moyen, grand, revenu important. Quel que soit le montant du revenu, nous pouvons épargner. Je crois que tous les économistes l'ont analysé depuis pratiquement plus de 2 siècles déjà. Et au fond, à l'école, je le dis toujours, à l'école, nous n'apprenons pas à avoir un comportement d'épargne. Je ne sais pas si le slide est là, et j'ai bien souligné ce point, qui est que l'épargne est importante dans la mesure où, en plus, nous avons une espérance de vie qui s'allonge, depuis notamment les années 50. On voit vraiment la différence. Et c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, la bonne nouvelle, elle est accompagnée d'autres nouvelles qui sont sans doute moins positives, parce que même si la durée de vie s'allonge, il ne s'agit pas de la durée de vie en bonne santé. Et donc nous avons toute une série d'imprévus, quels que soient les âges bien sûr, mais encore plus à partir de 50, 60 ans, il peut y avoir d'autres imprévus qui arrivent. Le fait de se loger dans un EHPAD par exemple, de trouver des revenus pour le faire. Le fait de payer des choses qui ne sont pas remboursées par les administrations de sécurité sociale, enfin donc bref, tout ça peut arriver, sans compter bien sûr les événements classiques. Lorsqu'un enfant grandit, il faut payer les études en partie, il faut payer les frais généraux si je puis dire, par exemple la nourriture, etc. Donc au fond, tous ces événements auxquels on ne pense pas au début, finalement ça se passe. Et puis il y a des événements encore plus dramatiques, mais nous ne sommes pas là pour parler d'événements dramatiques, mais qui entraînent des coûts supplémentaires. Donc avoir un comportement d'épargne dès le plus jeune âge, finalement, ça s'apprend. Et bien souvent, nous sommes coincés à un moment donné parce que nous n'avons pas cette épargne, nous ne pouvons pas dégager de la liquidité pour pouvoir financer tous ces événements qui arrivent au cours d'une vie. Donc, voilà. Vous abordez donc cette question parce que vous parlez de l'école, donc c'est-à-dire dès le plus jeune âge, donc l'intérêt d'avoir déjà une petite éducation à l'épargne, c'est-à-dire faire quelques petites économies pour ensuite pouvoir investir dans un objet. Tout à fait, d'autant plus que les banques proposent des produits d'épargne dès l'âge de 12 ans, je crois, en France, par exemple, à travers le livret jeune. Et là, vous pouvez ouvrir des comptes, je crois. Alors là, évidemment, je n'ai pas vu les derniers chiffres de l'année 2023, mais le début, c'est par exemple 10 ou 15 euros au début pour placer son argent. Et donc, le jeune va placer, bien sûr, les parents font un virement automatique de 10 euros par mois, par exemple, ce qui permet effectivement à un jeune, à partir de 12 ans, de commencer à savoir comment gérer son argent. C'est très important. Parce qu'il faut gérer sa vie, mais apprendre à gérer sa vie, c'est aussi apprendre à gérer le matériel. Et on a besoin du matériel, quoi qu'on en dise, pour pouvoir gérer sa vie correctement. Voilà. Très bien. Donc, si des parents nous écoutent, pensez effectivement à commencer à proposer à vos enfants de commencer à réfléchir sur la question de l'épargne et comment l'utiliser. Alors, quelle part des revenus, petite question avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, mais quelle part de revenus faudra-t-il consacrer à l'épargne? Difficile de répondre à la question parce que si on prend des revenus très faibles, il faut bien sûr avoir une épargne en rapport avec ces revenus qui sont peu élevés.
Mais l'essentiel, c'est d'épargner. D'autant plus que, n'oubliez jamais que dans l'épargne, il y a deux ou trois questions importantes. Vous avez le niveau de l'épargne, les montants d'épargne, vous avez aussi le taux d'intérêt, et surtout, puisqu'on vit en France, la fiscalité. Donc à chaque fois, nous voyons que ce qui a été annoncé au début, finalement, c'est un peu moins parce qu'il y a la fiscalité sur tel type d'épargne et non pas sur un autre type d'épargne, ou la fiscalité sur une épargne grand A, va être plus forte que sur l'épargne grand B. Donc là encore, n'oubliez pas les différents paramètres qui entrent en jeu lorsqu'on épargne. Mais pour rester simple, il faut simplement se dire qu'il faut épargner à travers les comptes, par le biais des comptes sur livret, tout simplement, au début. On a un petit revenu, mettons 1 200 € par mois, on épargne 50 €, donc c'est déjà bien d'épargner 50 €. Parce que de toute façon, à la fin de l'année, vous aurez 600 € avec un tout petit peu d'intérêt. Donc c'est un bon début, si je puis dire, d'avoir un comportement d'épargne. Dès l'âge de 18 ans, vous pouvez déjà ouvrir un certain nombre de comptes sur livret, type livret A, livret B, livret bancaire, et après évoluer par la suite vers des placements un petit peu plus sophistiqués. Alors effectivement, c'est ce qu'il faudrait faire dans l'idéal, mais bon là je vais vous poser une question peut-être qui est un peu problématique, mais est-ce que tout le monde peut épargner? Est-ce que tout le monde a les moyens d'épargner? Parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui ont du mal à finir leur fin de mois. Tout le monde a les moyens d'épargner. D'ailleurs, on verra qu'en France, par exemple, le livret A est un livret extrêmement populaire. Je ne réponds pas à la question, et on le verra chiffré, bien sûr, je ne réponds pas à la question sur un individu en particulier, mais l'ensemble des Français, aujourd'hui, possèdent très largement un livret A ou un livret bancaire. Un livret bancaire. Voilà. Philippe Narassiguin, donc c'est une émission évidemment aussi de sciences économiques, et donc je vais vous poser une question sur la question de la rationalité des acteurs, mais parce qu'on parle souvent de rationalité des acteurs, les agents économiques sont-ils rationnels? Alors moi je réponds tout de suite oui. C'est très contesté par des personnes qui n'appartiennent pas à la science économique, qui disent que la science économique n'est pas une science. Moi, je dis que c'est une science. Et je dis que le comportement des acteurs est rationnel. D'ailleurs, la première partie, si on la visualise là, la première diapo, si on la visualise, c'est l'analyse comportementale des placements financiers. Et on va s'intéresser justement au type de placement financier que font les Français. On peut bien sûr généraliser pour d'autres pays, c'est le même type de comportement de toute façon. Alors, j'ai mis un tableau, j'ai reproduit un tableau, bien sûr de la Banque de France, rapport annuel sur l'épargne réglementée, où vous avez les produits de taux. Donc ce qu'on appelle en général l'épargne non risquée. Dans cette épargne non risquée, vous voyez que les montants sont tout à fait considérables. Le dernier rapport qu'on a, en général ces rapports-là apparaissent toujours en milieu d'année ou en fin d'année, à partir du mois de juillet-août. L'encours pour 2021, c'est 3 745 milliards d'euros, d'accord ? Et vous voyez que les produits de taux, donc l'épargne non risquée, c'est 62% du total de l'épargne. Je n'ai pas mis ici ce qu'on appelle l'épargne risquée dans ce tableau. On le verra par la suite. Donc, mais si on détaille un tout petit peu pour répondre à votre question sur le comportement de l'épargnant, est-ce que ce comportement est rationnel ou pas, nous avons déjà les premiers chiffres, des chiffres définitifs de 2021. Si on prend, je ne prends pas numéraire et dépôt à vue, c'est évidemment l'argent qu'on gagne, quelle que soit la source de cet argent, que ce soit les aides sociales, les revenus salariaux, non salariaux, les loyers, enfin tout ça, ça c'est ce qu'on a sur nos comptes bancaires courants. Et cette épargne n'est pas rémunérée en France. Et puis vous avez des dépôts bancaires rémunérés. Dans les dépôts bancaires rémunérés, bien sûr, vous avez quoi? Vous avez l'épargne réglementée, dont justement le livret A. Et vous voyez que déjà le livret A, à lui tout seul, il compte pour un peu plus de 324 milliards d'euros sur le total donc de 837,7 milliards d'euros. Donc c'est vraiment une épargne très populaire, si on peut dire. C'est populaire au sens que tout le monde a ce type d'épargne en France. Et puis vous avez, alors c'est l'épargne la mieux rémunérée, bien sûr, hein, si on prend par rapport aux autres comptes sur livret, les livrets bancaires qu'on appelle les livrets B, sont des comptes généralement assez peu rémunérés. On le verra ensuite, mais ce n'est pas de l'épargne réglementée, d'accord? C'est ce qu'on appelle, vous voyez dans la rubrique autre épargne. Mais restons sur l'épargne réglementée. Dans cette épargne réglementée, je vous l'ai dit, vous avez le livret jeune. On peut l'ouvrir à partir de 12 ans. Si ma mémoire est bonne, peut-être que ça a changé, peut-être que c'est maintenant 10 ans, mais bon, jusqu'à présent, c'était 12 ans. Vous avez les livrets d'épargne populaire un peu plus rémunérés. Bon, avec bien sûr, il faut attester qu'on a peu de revenus. Hein, donc ça se fait sur les attestations de revenus, etc. Donc vous amenez à la banque les papiers qui sont demandés.
Le fameux livret de développement durable et solidaire, hein, c'est l'ancien Codévi en fait, hein, qui a été transformé, parce que maintenant il faut verdir un petit peu tout quoi, finalement, donc on a verdi ce placement. Lui qui est assez considérable, le Codévi, je rappelle pour les anciens, c'était le compte pour le développement industriel, qui était vraiment consacré au financement des PME en général, avec des taux plus faibles. Donc le LDDS, 125, près de 126 milliards d'euros. Et puis vous avez de l'épargne comme les comptes d'épargne logement, les plans d'épargne populaire, le fameux PEP, le plan d'épargne logement qui est bloqué sur 4 ans. C'est une épargne qui est bloquée sur 4 ans. Donc là, vous voyez déjà les produits d'épargne qui sont conséquents. Si on regarde bien, c'est le livret A, LDDS et le PEL, le livret d'épargne, le plan d'épargne logement, pardon. Voilà. Philippe Narassiguin, les trois grands postes. Voilà. Le livret A, qui est un des livrets les plus connus, effectivement, la plupart des Français ont un livret A, il est plafonné, ce livret. Pourquoi il est plafonné? C'est toujours pareil, c'est-à-dire que le gouvernement qui fixe les taux d'intérêt sur les livrets réglementés, là on est dans la partie des livrets réglementés, dit qu'il faut plafonner à 22 000 euros, par exemple, je crois un petit peu plus de 22 000 euros par personne physique. C'est le montant maximal que l'on peut déposer. Sinon, d'autres personnes pourraient abuser, en quelque sorte, dans l'esprit de nos gouvernements, pourraient abuser de ce type de placement. Est-ce que c'est rationnel ou pas? Pour moi, ce n'est pas tout à fait rationnel. Il faut d'abord expliquer pourquoi on plafonne à chaque fois, parce qu'à chaque fois, il y a des plafonds. Regardez même le livret de développement durable et solidaire, c'est plafonné, je crois, à 12 000 euros. Donc, il y a toujours des plafonds, de toute façon, en France. Hein. Et puis, parce qu'il y a une fiscalité un petit peu plus avantageuse, encore que le livret A, jusqu'à présent, c'était un taux à 0,5%. Parce qu'il y a eu une période d'inflation forte, on a réajusté à plusieurs reprises le livret A, ce qui fait qu'aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, on a un livret A à 3%, mais il n'y a même pas un an, on était encore à 0,5%. Oui, qui est monté très rapidement, parce que les taux, enfin, tous les taux d'inflation, voilà, les taux directeurs sont montés. Les taux d'intérêt directeurs sont montés, etc. Enfin, ça veut dire aussi que, à un moment donné, cet argent qui est déposé sur les banques, moi, je fais effectivement, j'en déduis que cet argent est utilisé, ce qui génère plus que, par exemple, un livret B génère beaucoup moins qu'un livret A. C'est-à-dire que le différentiel est engrangé ailleurs. Tout à fait. De toute façon, le livret A, vous le savez très bien, la plus grande partie du livret A est collectée par les banques, bien sûr, par les institutions financières, et puis reversée à la Caisse des dépôts et consignations. Voilà. Donc c'est la rationalité de l'État. C'est la rationalité de l'État. Alors justement, pour revenir sur la question de la rationalité des agents économiques, oui, les agents sont rationnels pour plusieurs raisons. D'une part, on ne peut épargner que si vraiment on a un solde. Lorsque on a déjà consommé, en fait, on a déjà fait des dépenses basiques de consommation et qu'on a quelque chose de... L'épargne, c'est ce qui reste quand on a tout consommé, comme on dit. Quand l'essentiel des besoins a été couvert, à ce moment-là, il y a une épargne, un solde positif sur notre compte bancaire que l'on peut épargner. Donc déjà, vous voyez que c'est vraiment la rationalité. Donc les gens en général, là on parle du cas des Français, mais en général dans l'ensemble des pays du monde, les comportements sont les mêmes. On va épargner ce qu'on a. La question que vous posiez tout à l'heure, s'il me reste 100 euros sur mon compte, je pourrais épargner au moins 20 euros ou au moins 30 euros. Donc ce n'est pas par rapport aux revenus, c'est par rapport à ce qui reste lorsque toutes les dépenses de consommation ont été faites. On ne peut pas dire 10% du revenu, parce que ça ne veut rien dire a priori. C'est vraiment ce qui reste. Oui, on pourrait imaginer que certaines personnes se privent sur d'autres postes pour pouvoir épargner. Là, c'est des comportements individuels, mais on peut dire, ça au moins on le sait. D'accord. S'il reste 1 000 euros, effectivement, vous touchez 5 000 euros, il vous reste 1 000 euros. À ce moment-là, votre épargne sera beaucoup plus importante. Ça, c'est le point central. Donc, les comportements d'épargne, les comportements des agents économiques sont rationnels parce que justement, ils vont épargner, même s'ils ne sont pas... même s'ils n'ont pas fait d'éducation financière, ils savent très bien qu'ils seront confrontés à des événements qui, à un moment ou à un autre, va nécessiter la mobilisation de cette épargne pour des dépenses qui sont imprévues. Vous avez aussi des dépenses qui peuvent être prévues et qu'on peut faire à un moment donné. On se prive de vacances cette année, mais comme on a bien épargné pendant 3 ans, on va les faire par la suite. Vous voyez, on va voyager, on va prendre l'avion, on va dépenser plus dans le loisir, dans les dépenses de culture. Donc tout ça, ça fait partie des comportements d'épargne. Et puis deuxièmement, n'oubliez pas que les comptes se livrer,
c'est mobilisable à tout moment. C'est-à-dire que vous pouvez les transformer en liquidité, ce qu'on appelle la monnaie, les dépôts à vue, le cash, hein, à tout moment. Simplement, aujourd'hui, par Internet, vous faites un virement le jour même et vous disposez de l'argent sur votre compte courant bancaire. C'est une des formes d'épargne les plus liquides. C'est l'épargne la plus liquide. La plus liquide parce que, par exemple, le plan d'épargne logement, le PEL, il est bloqué 4 ans, il ne faut pas l'oublier. Sinon, vous perdez une partie des intérêts. Hein. Vous ne bénéficiez pas de la totalité des 4 ans en termes de placement, donc les intérêts sont réduits, et d'autant plus que les intérêts ne sont pas élevés, ou en tout cas jusqu'à présent, les intérêts n'étaient pas élevés. Bon, donc vous voyez, je réponds à cette question de rationalité des agents économiques. Les agents sont rationnels parce qu'ils savent qu'ils sont confrontés à des événements, des circonstances qui vont les obliger à mobiliser cette épargne. Et c'est pour ça qu'on épargne en fait. Alors, justement, ce que je regrette, moi, c'est que justement, et pourquoi j'ai parlé de l'école, c'est qu'on ne fasse pas d'éducation financière à l'école, parce qu'on pourrait avoir, dès le début, un minimum d'épargne sur son compte, apprendre aux enfants à gérer leur argent. Oui, d'ailleurs, ça peut se faire sous forme de jeu. Ça se fait sous forme de jeu. Il y a des jeux très sympas pour apprendre à faire de la gestion financière. Ça se fait sous forme de jeu. C'est pas à 5 ans, vous n'allez pas faire quelque chose, un calcul compliqué, mais vous apprenez, tu as 4 pièces, il y a 5 pièces, est-ce que tu peux mettre de côté une pièce, par exemple? Ça se fait sous forme de jeu, bien évidemment. Alors Philippe Narassiguin, poursuivons donc cette émission passionnante sur la question des placements financiers. Alors l'analyse comportementale, on l'a vu, on a vu que les agents étaient quand même d'une certaine façon rationnels, et il semblerait quand même qu'il y a un prix Nobel qui est proposé, la notion de la rationalité limitée. Oui, parce que la rationalité... Alors Herbert Simon, prix Nobel 1978 d'économie, propose la notion de rationalité limitée, mais de toute façon, sans rentrer dans l'œuvre de Simon, la rationalité est toujours limitée par les faits, par les contraintes de revenus, par exemple. Quand on parle revenu, on parle épargne. Il ne faut pas oublier que, sur le plan macroéconomique, le revenu est divisé en 2 composantes. La composante consommation et la composante épargne. Là, je parle pour des gens qui sont en première année de sciences économiques, par exemple. Quand vous avez grand R égale C plus E, grand C plus grand E, c'est ça en fait. C'est l'équilibre macroéconomique, revenu égale grand C plus grand E, consommation plus épargne. Donc, de toute façon, la rationalité est toujours limitée parce que même si vous avez des dépenses, on va dire, extravagantes, vous avez des gens qui se privent, vont même mettre des allocations qui touchent, qui ne devraient pas, qui devraient affecter à leurs enfants, qui vont prendre ces allocations ou d'autres allocations pour se payer très grosses voitures à 100 000 euros, par exemple. Ils auront des remboursements d'emprunt vraiment considérables à faire chaque mois. C'est comme une petite maison qu'ils ont achetée, quoi. Et donc, rapidement, ils sont rattrapés par la réalité des faits, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus assumer les remboursements d'emprunt. L'organisme de crédit, souvent ce sont les organismes de crédit, mettent la main reprennent la voiture, hein, et la personne, bien sûr, ne peut plus faire face à ces échéances financières. Et donc, c'est très, très compliqué pour la famille parce que cette personne a eu un comportement à risque. Et ces comportements à risque sont sanctionnés par la réalité de la vie. Et en ce qui nous concerne, c'est la réalité matérielle, financière de la vie. Donc effectivement, notre rationalité est toujours limitée par les contraintes. Merci Philippe Narassiguin pour cette précision. Donc est-ce qu'on pourrait revenir sur les caractéristiques de l'épargne en France ? Donc il y a des caractéristiques bien précises, Tout à fait. On l'a vu. Par exemple, les caractéristiques de fiscalité, le livret A c'est toujours plus important, la rémunération très importante, enfin très importante, non. Il ne faut pas oublier que même si nous sommes à 3% de rémunération sur le livret A, mais le taux d'inflation, lui, sera de 7, 7,5, 8%, donc vraiment, on va dire que l'épargne se dépréciera moins, ça c'est sûr. Okay. Ensuite, si on prend l'autre épargne, rapidement on fait un tour du tableau quand même, les comptes à terme. Tiens, un autre type d'épargne, là c'est l'épargne non réglementée, ce sont les banques qui sont responsables des comptes à terme. Je crois qu'aujourd'hui on peut avoir des comptes à terme de 3% avec la remontée des taux et des livrets ordinaires dont les taux vont un petit peu remonter également. Donc vous voyez que là encore, les Français sont rationnels parce que les comptes à terme, évidemment on peut pas, il faut vraiment avoir beaucoup de revenus, beaucoup plus, enfin des revenus conséquents pour pouvoir faire des comptes à terme.
sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il y a des comptes. À l'époque, on appelait, dans le langage populaire, c'est toujours pareil, hein, ça n'a pas changé, c'est les comptes bloqués. C'est pour ça qu'on appelait ça les dépôts à terme ou les comptes à terme, on les appelait comptes bloqués. Et vous choisissez la date, l'échéance. Forcément, une échéance. Voilà, échéance 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Bon. Et puis les livrets ordinaires, vous voyez que là aussi, un autre élément de rationalité, c'est-à-dire que les livrets ordinaires, livret B, ben, lorsqu'on ne peut plus placer justement en livret A, ben, on met son argent en livret ordinaire, sauf que ce comportement n'est pas rationnel. On peut avoir d'autres placements, mais là, l'éducation financière est mal faite. Parce qu'il y a des personnes à qui je parle en disant, ben oui, mais la personne a un montant important sur ses livrets bancaires, et puis n'a pas pensé se constituer une assurance vie qui, à intérêt composé sur 30 ans, lui aurait rapporté beaucoup d'argent au bout de 30 ans. On va revenir là-dessus, on va y revenir parce que ça c'est vraiment, vous allez détailler tout ça dans le cadre de ces deux causeries et je pense que les personnes qui nous suivent pourront bénéficier de vos conseils et bien pour leur propre argent, leur propre placement. Tout à fait. Voilà. Alors ces fameuses caractéristiques, puisque l'émission effectivement avance, et donc nous avons des caractéristiques est-ce qu'on peut revenir sur ces caractéristiques de l'épargne? Dans les caractéristiques de l'épargne, vous avez l'épargne extrêmement liquide, je l'ai dit. L'épargne beaucoup moins liquide, hein, si on revient sur le tableau, avec juste avant, avec l'épargne à terme, les comptes à terme, les plans d'épargne logement, etc. Vous avez aussi l'assurance vie en fonds euros, garantie. Et puis là, je n'insiste pas parce que c'est un petit peu trop compliqué, c'est les titres de créance détenus directement et indirectement sur lesquels on va revenir par la suite. Et donc, vous voyez que l'assurance vie en fonds euros, là, c'est vraiment un produit très populaire en France, qui bat tous les records. 1676,7 milliards d'euros. Donc, ça veut dire que là, les Français, vraiment, prennent l'assurance vie au sérieux. D'autant plus qu'effectivement, au niveau fiscalité, on peut transmettre, si vous avez 450 000 euros d'assurance vie, si vous avez 3 enfants, 150 000, sans impôt, la transmission se fait à taux zéro. Si vous dépassez 150 000, évidemment, là, il y a de la fiscalité. Voilà. Donc, pour vous dire que là encore, c'est un élément de rationalité, parce qu'au fond, dans l'assurance vie, qu'est-ce qu'on prépare? On prépare soit une transmission de patrimoine, soit sa retraite. Voilà les choses qu'on peut dire au grand public. Très bien. Alors, bon, je pense qu'on a fait, effectivement, on voit les caractéristiques de l'épargne. Vous avez évoqué légèrement la question de la fiscalité, parce qu'évidemment, certaines caractéristiques de l'épargne sont liées à la fiscalité aussi. Oui, tout à fait. Voilà, sur cette fiche-là, vous avez le plafond du livret A, 22 950. Là, si on parle du livret A, c'est un livret non fiscalisé. Voilà, donc il n'y a pas d'impôt sur les intérêts. Il n'y a pas d'impôt sur les intérêts. Par contre, sur les livrets bancaires, il y a de la fiscalité. Et je dirais que dans le tableau qu'on a vu, le seul comportement, je dirais, un peu irrationnel des Français, c'est justement de mettre beaucoup trop d'argent en épargne, en livret B. En livret B, non. Alors qu'on aurait pu avoir une autre stratégie de placement lorsqu'on a une épargne relativement intéressante. Pas énorme, mais déjà intéressante. Tout est lié toujours au niveau de liquidité que l'on souhaite avoir. Bien sûr. Donc là, vous précisez, donc effectivement, donc on a parlé de ces seuils, donc ce livret A qui, donc, on a... Et le plafond, vous voyez, le LDDS, c'est bien 12 000 euros. Voilà, donc des plafonds qui sont quand même, on le sait, limités, assez bas. Donc c'est-à-dire que les personnes qui auraient beaucoup d'épargne, eh bien, ne peuvent pas bénéficier de l'épargne. Ne peuvent pas bénéficier de cette épargne. Alors, donc on est sur des placements toujours non risqués. Il semblerait là, aujourd'hui, avec la remontée des taux directeurs, que les placements non risqués de type livret deviennent plus intéressants. Est-ce vraiment le cas? Oui, ça devient un peu plus rentable. La valeur réelle, là, vous l'avez, la section 2. Je l'ai intitulé le retour de placement plus rentable, parce qu'effectivement, le livret A, le DDS, maintenant, c'est 3%. Donc, les individus peuvent investir sur des produits financiers qui sont sans risque, comme on le sait. Néanmoins, je l'ai mentionné, il y a pour moi en tout cas, là je fais un jugement de valeur, il y a une trop forte instabilité gouvernementale en matière de fixation des taux d'intérêt réglementés. Parce qu'effectivement, l'an dernier, on était à 0,5 et on n'a pas de visibilité sur la fixation des taux d'intérêt par le gouvernement. On aurait dû avoir un minimum, un seuil de sécurité au-dessous duquel on ne descend pas, dans la mesure où c'est de l'épargne populaire. Et d'ailleurs,
une des missions du gouvernement aurait dû être justement de protéger cette épargne populaire. Philippe, Là, c'est 3%, mais ce n'est pas vraiment un cadeau. Dans la mesure où si l'inflation est à 7%, la dépréciation du capital, ou 8%, la dépréciation du capital est entre 4 et 5%. Voilà. Philippe Narassiguin, justement sur cette partie qui est quand même essentielle pour un pays, alors je prends l'exemple de la France, est-ce que la fixation des taux, notamment des livrets, etc., est soumise à l'Assemblée nationale? Ça, vous me posez une question. Je crois que c'est le gouvernement qui prend la décision. Est-ce qu'il y a un débat démocratique là-dessus? Il faudrait le demander à un parlementaire. Mais il faudrait peut-être effectivement, je ne sais pas si les parlementaires s'intéressent aux questions économiques. En France, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils s'intéressent aux questions économiques. Mais il faudrait que ça fasse l'objet d'un débat parlementaire, pour moi en tout cas. Si ça ne fait pas l'objet d'un débat parlementaire, ce serait nécessaire. Ben oui, parce que vous parliez effectivement d'une forte instabilité gouvernementale, donc ça veut dire que l'État, enfin du moins son gouvernement, à un moment donné, qui est issu du vote, hein, donc de l'élection, eh bien introduit du risque pour les particuliers, pour les ménages, pour les ménages les plus modestes en plus. Pour les ménages les plus modestes. C'est ce que je dis. En principe, les partis politiques auraient dû s'intéresser aux ménages les plus modestes. Et donc dire, mais non, 0,5%, c'est pas acceptable, par exemple. Oui. Parce qu'un livret A, effectivement, fixer les taux de façon arbitraire quand on a une inflation à 6% sur un livret A à 3%, vous l'avez démontré d'ailleurs lors d'une émission, effectivement, il y a pour le coup là une génération de revenus, de recettes pour l'État indirectes. Indirect. Très bien. Alors continuons parce que vous avez encore là pour le coup, vous voulez nous parler des sociétés civiles de placement immobilier. Alors, rappelons que nous sommes dans les placements financiers. Hein. Ce sont des placements financiers, ce qu'on appelle d'ailleurs l'immobilier papier. D'accord. Ce qui est intéressant dans ce produit que je conseille aux personnes qui ont un peu d'épargne, c'est de souscrire à des SCPI. Le principe d'une SCPI, ce sont des sociétés qui ont été faites, bien sûr, qui ont été constituées, qui collectent de l'argent afin d'acquérir des immeubles et d'encaisser des loyers. Et bien sûr, les SCPI vont restituer aux épargnants, sous forme de dividendes, la partie des revenus, qu'on appelle les dividendes, la partie donc, des profits plus exactement, qu'on appelle dividendes. Et cette société s'occupe donc de l'ensemble des aspects, sélectionner les immeubles à acheter, rechercher des locataires, percevoir les loyers, effectuer les travaux nécessaires afin que les immeubles soient toujours bien valorisés pour que les rendements soient intéressants. Donc vous voyez que vous n'avez pas vous-même à vous... Si vous êtes propriétaire d'un local, vous avez un loyer, si vous passez par une agence immobilière, l'agence immobilière va toujours vous demander, voilà, il y a des travaux à faire, le locataire demande à faire tel ou tel travaux, donc finalement, ce sont des coûts qui viennent minorer le loyer. D'accord. Ou même si vous gérez en direct. La seule chose que vous n'avez pas quand vous gérez en direct, c'est les commissions que vous payez à l'agence. Donc c'est un choix à faire. Mais quand on a déjà un certain nombre d'appartements ou de petits ou moyens d'ailleurs, hein, là, il faut passer par l'agence immobilière, sinon à chaque fois vous aurez des coups de fil de vos locataires qui vous demanderont de faire tel ou tel travail, de rénover telle ou telle partie de l'appartement ou de la maison. Donc vous voyez, là, effectivement, ça vous simplifie la vie. Et beaucoup de gens, lorsqu'on voit que l'immobilier est beaucoup moins rentable, vendent de l'immobilier et viennent plutôt sur les SCPI. Alors ça, je pense que c'est assez peu connu en général. C'est conseillé en général, j'imagine, par des gestionnaires de patrimoine. C'est plutôt la branche. Alors, c'est malheureux. Là encore, c'est malheureux, mais c'est les branches patrimoniales des banques qui s'en occupent. Et non, ça aurait dû être intégré dans... Ce ne sont pas les conseillers aux particuliers qui... Ah oui, vous avez ce qui est incroyable, parce que vous avez dans la partie particulier, là, toutes les personnes qui sont dans une banque, vous arrivez dans une banque, vous avez le front office, vous avez des gestionnaires de clientèle. Bon. Et puis vous avez une autre partie que les gens ne voient jamais, c'est la banque privée. Bon. Or, sur les comptes bancaires, vous avez de la liquidité. Vous avez des gens qui ont peu de revenus, mais vous avez aussi des gens qui ont des revenus. Mais on n'a pas éduqué aussi les jeunes banquiers ou les plus anciens, peu importe, à proposer aussi des produits sortant un tout petit peu de l'ordinaire, comme les SCPI. Et c'est tout à fait dommage, parce que là, lorsque par exemple un particulier fait une transaction immobilière, le cash entre directement sur le compte de la banque, on aurait dû lui dire, mais monsieur, il y a aussi la SCPI comme produit financier. Et donc ça suppose une
meilleure formation des jeunes banquiers. Meilleure formation. Est-ce que pour quelqu'un qui souhaiterait investir dans une société civile de placement immobilier ou dans des sociétés, des SCPI, est-ce que ça suppose d'abord de bloquer effectivement les liquidités pendant un certain temps? Est-ce que les revenus sont garantis? Oui. Ah oui, alors, les revenus sont relativement garantis, c'est pour ça que c'est des produits intéressants. D'abord, les SCPI, ce sont généralement des sociétés non cotées. D'accord. Deuxièmement, parce que vous avez aussi les SCPI, alors là vous avez un autre produit qui s'appelle, donc qui sont de l'immobilier coté en bourse, c'est beaucoup plus instable. Mais là, généralement, même si c'est coté, c'est des variations qui sont limitées parce que l'actif immobilier est tellement colossal que vous avez quand même une stabilité des revenus. C'est pas comme une société qui fait des ventes de yaourt ou de soda, par exemple, dont les ventes fluctuent d'année en année, etc. Et les bénéfices fluctuent. Là, on sait à peu près, quand on a bien sélectionné les quartiers, les immeubles, les appartements ou les maisons, que les gens ont des revenus pour payer. Donc déjà, ça, c'est le rôle d'ailleurs du SCPI. Et comment le revenu est-il garanti en termes de taux par les loyers. Les revenus, vous avez une SCPI, c'est simple. Le chiffre d'affaires, c'est quoi? Ce sont les loyers. Puis vous avez le reste, toutes les charges dont on parlait pour entretenir tout simplement les frais de gestion. À la fin, vous avez, comme dans toute entreprise, le bénéfice. La partie des bénéfices qui est distribuée, sous forme de dividende, va directement dans la poche de celui qui souscrit à la SCPI, à l'immobilier papier. Alors, et deuxième point, effectivement, c'est l'inflation. L'inflation. Parce que une partie des loyers, en tout cas, est pas totalement, mais alors là, j'ai pas les indices. Indexé sur le taux de la construction. Sur le taux, oui, indice de la construction. Indice de la construction. Voilà. Donc, finalement, Philippe Narassiguin, c'est un effet de lissage par rapport à quelqu'un qui investirait dans un bien qu'il souhaite louer et risque d'avoir un impayé de loyer. Là, pour le coup, c'est lissé sur l'ensemble. En plus, c'est lissé sur l'ensemble des. Donc finalement, c'est moins risqué presque qu'un investissement. Ah oui, là, si vous avez un défaut de paiement sur 100, c'est déjà beaucoup. Eh bien, Philippe Narassiguin, je pense qu'on a fait. Alors, cette première partie est extrêmement passionnante, mais c'est que le début de cette émission, cet 11e épisode consacré au placement financier, à l'analyse comportementale et à la stratégie patrimoniale. Je vous propose qu'on en reste là pour cette première partie et que nous nous retrouvions pour une deuxième partie très prochainement. Donc, à très vite pour cette deuxième partie. Thank you.